Dans ce module, vous allez découvrir comment réussir le balisage de vos états financiers. C'est une étape aujourd'hui incontournable qui contribue à la transparence de votre information. Elle facilite l'accès à la donnée et sa compréhension grâce aux éléments de contexte qui l'accompagnent. Sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir la première des 10 recommandations de ce module. Première recommandation, mettre à jour chaque année les tags et tables de mapping. En effet, pour assurer une bonne production du format électronique du rapport financier, l'émetteur doit fournir des données techniques exhaustives sur le balisage. Cela se fait usuellement au travers de 2 tables de mapping qui décrivent le choix des balises IFRS et leurs paramètres d'application. D'abord une table de mapping pour les états primaires et l'autre pour le macro-balisage des notes annexes. Ces tables sont usuellement validées par les commissaires aux comptes, qui doivent émettre une opinion sur le tagging ESEF. Pour les états primaires, il faut s'assurer que le mapping reproduise la structure des tableaux, autrement dit que la description donnée dans la table de mapping corresponde exactement à la présentation finale des tableaux pour les lignes et colonnes. La présentation doit être claire. Une présentation inhabituelle complexifie le balisage et soulève souvent des questions. Il est parfois préférable de retravailler la présentation des tableaux avant de procéder au mapping. Par exemple, pour le tableau des variations de capitaux propres, il est recommandé d'utiliser une présentation en colonne, ce que les techniciens désignent comme un balisage avec des dimensions et des membres. C'est par contre à éviter dans l'état de résultat global. La norme, et donc le balisage standard, ne prévoit en effet pas le colonnage de ce dernier état. Dans la seconde table de balisage, concernant les notes annexes, la table doit indiquer clairement, pour chaque tag, en plus de la macro-balise à appliquer, les éléments Start et End qui précisent le début et la fin de la section balisée, le numéro de note ou le wording visé, avec une précision d'inclusion ou d'exclusion de cet élément de la zone balisée. Nous vous recommandons donc d'ordonner les notes, si possible via une numérotation claire et logique, nombre ou lettres en titre, et de veiller à débuter chaque nouvelle section avec un titre. Le manuel de reporting ESEF requiert une application de toutes les macro-balises dont le sens comptable est lié à une section des notes. Il faut ainsi parfois appliquer plusieurs macro-balises sur une même section. Dans la table de macro-balisage, on se concentre sur celle qui a la définition la plus précise. Les concepts parents n'ont pas besoin d'être mentionnés car ils sont ajoutés automatiquement durant la production ESEF selon une block-tag hiérarchie. Dans le rapport publié, il est donc normal d'avoir, sur des paragraphes, des concepts non indiqués au mapping. Enfin, l'ESMA a défini une liste de données signalétiques. Les tables de mapping doivent indiquer clairement ce qui doit être tagué dans ce cadre. Il faut baliser dès lors qu'une information est présente dans le document, là où elle porte le sens attendu, idéalement dans le chapitre des états financiers. Il est donc nécessaire d'indiquer l'emplacement précis et la valeur à baliser. Si une donnée signalétique n'est pas présente dans le rapport, il n'y a pas de balisage et en l'état, un avertissement ressortira dans le rapport de contrôle final. Les tables de mapping ayant servi pour le tagging de l'exercice précédent peuvent être reprises l'année suivante. Cependant, une mise à jour de ces dernières est indispensable, même si souvent on pense à tort qu'il n'y a pas de changement. Un repointage de la structure des tableaux primaires et des débuts et fins des notes permet de s'assurer que toutes les informations nécessaires au balisage sont à jour. S'il y a des changements conséquents, une revalidation par les CAC peut s'avérer nécessaire. Deuxième recommandation, vérifier la cohérence, arrondir de façon uniforme les montants. Une conversion ESEF bien préparée se joue également au niveau des montants présentés. Ils doivent être cohérents. À défaut, vous pouvez créer une duplication d'effet XBRL. Un même concept, pour une période identique, reporté à 2 endroits avec des valeurs différentes. Par exemple, pour le résultat net ou le total des capitaux propres, qui sont présentés dans plusieurs états, si les montants sont différents, il faut les revoir. Il faut en particulier appliquer la même règle d'arrondi. La trésorerie d'ouverture de l'année N doit de même correspondre, sauf retraitement explicite,
à la trésorerie de clôture de N-1. Un même montant avec des arrondis différents est une erreur dans un rapport ESEF. Elle est signalée par la mention « duplicate ». Il est bien sûr interdit de ne pas baliser un montant en écart pour éviter l'erreur. En effet, le règlement exige que tous les montants des états primaires soient balisés. Faire une extension pour baliser le montant différent n'est pas pertinent non plus. Il s'agit du même concept. Néanmoins, il peut arriver que l'écart ne vienne pas de l'arrondi, mais d'une définition légèrement différente à deux endroits du rapport. Dans ce cas, il faut d'abord s'interroger sur l'intérêt de maintenir cette différence. Sinon, il faudra procéder à une extension pour baliser la valeur qui ne relève pas d'une définition parfaitement normative. Le libellé de l'extension doit expliciter la différence. Au-delà des arrondis, je vous invite également à vérifier la précision de présentation, par exemple sur le nombre de décimales significatives. Troisième recommandation, s'assurer que tout est qualifié. Notre recommandation numéro 3, comme vous le voyez à l'écran, est de vous assurer que tout est qualifié pour permettre la conversion technique au format ESEF. Lorsqu'il n'existe pas de balises standard dans la taxonomie ESEF, on crée des balises personnalisées. C'est ce que l'on appelle des extensions. Pour une mise en œuvre correcte, une extension doit avoir un libellé en français clair, explicite, lisible, hors contexte. Avoir une balance crédit ou débit. Exceptionnellement, elle peut être sans balance, mais dans ce cas, cela doit être explicite et justifié. L'extension doit avoir un type, en général monétaire, dont découle l'unité. Elle doit avoir au moins un ancrage dit wider, dans une relation narrower-wider, à un concept standard de sens comptable immédiatement plus large, sauf si l'extension est définie par calculation. L'extension doit avoir tous les concepts narrower vers des concepts standards complètement inclus dans le périmètre de l'extension. Quatrième recommandation, baliser dans la langue du document. Pour un dépôt d'un rapport en français à l'AMF, la seule langue obligatoire pour les libellés des tags est le français. Sauf dérogation qui permet le dépôt d'un rapport rédigé en anglais, le dictionnaire de balises doit être fourni en français. Les extensions doivent donc être, à minima, qualifiées par un libellé français. La présence de libellés en anglais n'est pas une exigence réglementaire, sauf bien sûr pour les rapports en anglais. Dans un rapport en français, on peut néanmoins charger aussi des libellés anglais quand ils sont disponibles, de façon volontaire. C'est une bonne pratique. Aussi, si la version en anglais est mise à disposition à l'initiative de l'émetteur, il est souhaitable de définir les extensions avec le libellé utilisé dans le rapport en anglais. Cinquième recommandation, ne pas oublier les calculs et vérifier les écarts. Outre le balisage des éléments dans les états primaires, il faut formaliser des relations de calcul, dites calculations, entre ceux-ci. Il s'agit en général de sommes des éléments précédents, up, ou suivants, down, dans le tableau. Pour une bonne mise en œuvre, une indication précise des éléments de calcul doit être donnée dans la table de mapping. Il y a parfois plusieurs relations de calcul sur un même montant. Par exemple, le résultat net découle du calcul du compte de résultat, mais aussi de l'addition de la part groupe et de celle des participations ne donnant pas le contrôle. Dans le contrôle des calculs, nous vous recommandons également de vérifier les unités, en général des euros, et les échelles. Attention, si la plupart des montants ont une échelle commune, en milliers ou millions d'euros, certains doivent avoir des échelles spécifiques. Par exemple, le résultat par action, en unité euros par action. Les éléments balisés dans les notes de bas de tableau peuvent également utiliser des échelles différentes de celles du tableau. Sixième recommandation, être attentif aux notions de débit et de crédit pour la bonne cohérence des signes. Pour notre sixième recommandation, nous allons aborder la distinction entre débit et crédit. Une évidence pour tout comptable, et pourtant, je ne peux que vous encourager à contrôler les signes arithmétiques lors du balisage. Le signe papier n'est jamais balisé. La valeur absolue du montant est balisée. La balise est signée, débit ou crédit, et un indicateur peut indiquer une inversion de sens. La définition comptable de la balise détermine sa balance, débit ou crédit. Au compte de résultat net et global, ainsi qu'en variation des capitaux propres,
Les produits sont des crédits, les charges sont des débits. Au bilan, les actifs sont au débit et les passifs au crédit. Les encaissements de trésorerie sont des débits et les décaissements des crédits. Les extensions doivent respecter ces conventions. Ainsi, pour les charges de personnel au compte de résultat net, le concept standard est un débit. Le montant balisé apparaîtra positif car c'est une charge positive. Il faut faire la distinction d'une valeur XBRL qui peut être différente de celle affichée au niveau de la balance, valeur positive indiquée en négatif et vice-versa. Dans les tableaux primaires, le contrôle des calculs permet en général de garantir le bon choix des signes. Il faut cependant faire attention aux totaux intermédiaires dans le haut du tableau des flux de trésorerie qui combinent des concepts de compte de résultat et de flux de trésorerie avec des conventions différentes. Ces totaux sont définis sans balance. Il faut également porter une attention particulière aux montants balisés hors des tableaux. La convention de signe de la présentation papier peut varier. Par exemple, un paiement de dividende est souvent présenté en positif sous le tableau de variation des capitaux propres, alors qu'il serait signé en négatif dans le tableau. Il faut s'assurer que le concept reste codifié comme une charge positive au débit. Je rappelle au passage que tous les montants sous les états primaires, dans les notes de bas de tableau, doivent être balisés. Septième recommandation, mettre à jour les tables de mapping et prévoir du temps pour les corrections en cours de tagging. Si en cours d'élaboration du rapport, vous modifiez la structure des états primaires, il faut modifier la table de mapping et donc le tagging pour intégrer cette modification. En effet, à chaque suppression ou ajout d'une ligne correspond l'ajout ou la suppression d'un tag dans le mapping de l'émetteur. Un concept devient utilisé ou non dans le rapport. Cela nécessite de régénérer tout le dictionnaire joint au rapport, la taxonomie d'extension. Une erreur courante est de croire que la taxonomie d'extension ne comprend que des tags d'extension. Ce n'est pas le cas. Elle contient aussi des liens de présentation qui décrivent la liste des tags effectivement utilisés et leur ordre d'apparition, ainsi que des liens de calcul qui donnent les relations de calcul entre les tags d'un état. Que le tag ajouté soit standard ou d'extension, il faut donc retravailler ces liens dans la taxonomie d'extension. Une fois régénérée, il convient de la valider, puis de la recharger pour enfin appliquer le tagging avec ce nouveau dictionnaire. Ce n'est donc pas un changement anodin et nécessite un temps de mise en œuvre sous peine de mettre en péril l'ensemble du résultat. Huitième recommandation, restez maître de votre mapping face aux exigences des commissaires aux comptes. Les exigences des commissaires aux comptes dépassent parfois celles de l'AMF, et donc les attentes de l'émetteur qui fixe souvent comme unique priorité la validation technique. Il peut donc parfois être judicieux de distinguer les non-conformités au règlement ESEF des pratiques recommandées, mais pas pour autant obligatoires. Par exemple, certains surbalisages des annexes ou un détourage particulièrement fin des paragraphes ou sous-paragraphes en leur sein peut représenter un travail lourd sans pour autant renforcer la conformité. Il faut, de fait, différencier l'acceptabilité technique du fichier et la validation des retours à la suite de l'audit des tags appliqués. Pour être le plus efficace, il convient d'anticiper les changements de contenu dans le document et de mettre à jour le mapping. Une fois choisi, il peut être soumis au commissaire aux comptes avant une prise en compte technique. Certains retours peuvent remettre en cause, sans concertation, un élément qui a été préalablement décidé par l'émetteur. Par exemple, recommander un tag standard ou inciter à des noms d'extension prétendument harmonisés peut conduire à s'écarter du message ou du niveau de détail que vous souhaitez transmettre dans vos comptes. Nous restons convaincus que l'émetteur doit rester maître de son mapping. Neuvième recommandation, vérifiez la complétude de votre rapport ESEF. Il faut bannir les rapports incomplètement balisés car ils décrédibilisent le contenu. Un rapport incomplet ne passera pas les contrôles techniques et soulèvera de nombreux points qui redemanderont validation. Il faut donc interrompre le processus pour avoir des tables de mapping suffisantes pour un mapping exhaustif. Livrer un document avec une information comptable incomplète
donc potentiellement trompeuse et dangereux. Même s'il s'agit d'un draft, même s'il y a eu des réserves dans le message joint à la livraison, qui se perdent souvent en route, un document partiel soumis au commissaire aux comptes ou déposé à l'AMF est non conforme et suscitera des réactions en conséquence. 10e et dernière recommandation, le rapport de contrôle n'est pas une certification. Les contrôles via des outils XBRL sont des vérifications de conformité des fichiers. L'AMF utilise Arevio pour réaliser ces contrôles lors de vos dépôts et un jeu de règles publié par l'ESMA qui ne transcrit pas toujours parfaitement l'importance des écarts relevés. Mais surtout, ces contrôles ont un aspect purement technique en lien avec les formats HTML, XML et XBRL. L'émetteur a le devoir de publier des comptes corrects comptablement, ce que le validateur ne prend pas en considération. Les contrôles automatiques de la part des auditeurs ou de l'AMF n'exonèrent pas d'un contrôle des montants présentés. Il faut que les montants soient ceux destinés à être publiés. Il faut vérifier les calculs papier et les signes affichés. Le rapport de contrôle doit donc être un élément qui vous pousse à vérifier si chaque point soulevé, quelle que soit sa nature, est justifié. A contrario, l'absence d'erreur et la justification de tous les points de contrôle ne préjugent pas de la qualité du fichier. C'est l'opinion du CAC et la satisfaction de l'émetteur qui priment. Voilà pour ce tour d'horizon des 10 recommandations nécessaires pour réaliser un bon rapport ESEF qui vous permettra de renforcer la transparence de votre information en la rendant plus accessible, comparable et précise. Très prochainement, les informations extra-financières seront aussi à baliser par les entreprises et cela fera l'objet d'un autre module. Merci encore pour votre attention et bonne continuation dans notre Académie de la transparence.